toutes et à tous. Comment ça va, Aline? Bah ça va bien et toi? Ça va Comme super. d'habitude fatiguée, mais bon, ça fait partie de l'identité d'office. Exactement, d'enchaîner ça des fait partie journées du de job. 16 heures. 16 heures et encore, quand tout va Et bien. encore, oui. Ça fait plaisir de vous voir, ça fait plaisir d'être là ce soir pour un tout nouveau format ici avec d'office. On vous a habitué aux émissions qui étaient bimensuelles. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Hein. J'ai cherché un mot pour dire toutes les 2 semaines, mais je pense que c'est Oui. bimensuel. C'est ça. Merci Aline, franchement ça me rassure que tu me confortes dans mes choix de vocabulaire. Super. Oui, du coup on se retrouve avec un nouveau format, comme vous le savez sûrement peut-être ou pas du tout. Guy-Jacques qui lâche son ok, prime. moi, je suis prête. Bonjour, merci Guy-Jacques, ça fait plaisir. Merci Guy-Jacques de nous soutenir. Donc je disais, comme vous le savez peut-être ou comme vous l'ignorez totalement, je ne sais pas. Il y a des élections qui arrivent en juin, les élections régionales, fédérales et européennes. Et donc d'ici là, avec l'équipe de d'office, on s'est chauffé. On s'est chauffé. Vraiment littéralement, hein. On a refait le monde pendant 3 heures pour préparer ce nouveau format. Exactement. Et on s'est dit, et si on invitait les partis de Belgique francophone, partis wallons, partis bruxellois, etc., pour venir discuter avec nous et avec vous en live des prochaines élections, de leurs engagements, de leurs idées, de leurs envies, de leur parcours, je ne sais pas, de leur boisson préférée, j'en sais pas. On verra où les discussions nous mènent. Et donc, pour commencer, ce soir, on accueille les engagés avec Monsieur Ismaël Muino qui va nous rejoindre très vite et Madame Marie Jacquemin qui va également nous rejoindre très vite. Nous vous accueillons avec plaisir. Donc Ismaël ici, Marie juste là si possible. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Bruit de foule qui n'existe pas. Un sujet léger, genre le Barça. Franchement, est-ce qu'on peut le ban du chat? C'est moi, j'en peux plus de parler qu'on me taille sur le Barça dans ce chat. Je n'en peux plus. On aime bien. Comment ça va? Comment vous allez? Ça va très bien. Ça va Merci bien. pour l'invite. Avec plaisir, avec plaisir. Franchement, c'est trop cool de pouvoir commencer à parler des élections ici avec vous. On est ravis. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Hello la team, voilà, il y a des gens qui sont Et chauds. Salut Sylvie. Sylvie qui est là tous les lives, hein. Ouais, c'est impressionnant. une habituée depuis le début. Et du coup, je sais pas si vous êtes habitué un peu à Twitch, si vous connaissez un peu. Moi j'ai fait des lives sur Twitch. Oh Mon nom de scène c'est Isma part en live. Tu vois, on a essayé de faire un j'adore. truc. On salue j'adore. l'originalité. Exactement. Et alors moi je faisais. Alors, il y a une sombre époque où je faisais des lives où je jouais à LoL avec mes potes. Ouais. Vraiment sombre époque. Et ces derniers temps je faisais des lives en fait plutôt genre sur des trucs style City Skylines ou quoi. Et genre je parlais de politique et on jouait en même temps. Donc Ouais. Twitch, je suis habitué d'abord de consommer. Et puis j'ai essayé à mes heures perdues de live aussi. Ok, c'est cool. Et- Ouais, moi, via Isma, du coup, je connais très bien Twitch aussi. Et via mon frère aussi, qui a fait pas mal d'émissions Twitch et qui était plutôt du côté régie. Mhm. Mais donc voilà, très cool, très chouette format et on est content d'être là ce soir avec vous. Eh bien, plaisir. Partagez. Je vais un peu vous présenter. On va faire. Ça va être très bullet points pour vous Ouais. présenter brièvement. Donc, Ismaël, tu es président de Génération Engagée. Tu es premier suppléant aux élections fédérales de la circonscription de Bruxelles. Tu es passé par Civics et au Parlement Jeunesse. Tu es actuellement étudiant en Master 2 de droit public et constitutionnel à l'ULB. Économique et social. Économique et social. Économique et Les fiches. Ah, c'est Non, une mais première c'était- erreur. Jusque-là, on était sur un sans faute, c'est bien. Mais sache Il y que a- moi, il y le a droit une petite public, erreur sur le c'est. site des engagés, je pense. Ah ouais? Ah bon, ouais, tu vois, c'est là là que j'avais lu. Ah bon, Eh Ah, ben, oui, voilà. c'est dans le communiqué de presse pour mon annonce, c'est vrai que c'est possible qu'ils aient mis ça. Ah, bon, Ah bah donc c'est pas votre donc La faute. vérité C'est- On est va manger la rétablie. patate chaude. Je sais qui est le coupable, je le dirai. Et tu as écrit Ensemble, un livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps et que tu C'est vrai. présentes encore ces derniers temps. C'est vrai, voilà. Voilà, jusque-là on est bon. Jusque-là, on est bon. Marie, tu es tête de liste au régional pour Wiwarem, je trouve que Ouais, c'est pas évident à C'est ça. dire. Oui, Warem, ouais, c'est vrai. La plus jeune du parti, si on ne se trompe pas. C'est plus Tête jeune de tête de liste, liste. ouais. Oui, plus Ouais, jeune ouais. tête de liste du parti. Tu es la coordinatrice de Génération Engagée, Oui. tu as un master en sciences politiques et en relations internationales à finalité paix, guerre et conflit. Exact. Et entre 2019 et 2022, tu as été collaboratrice parlementaire de la députée Alda Gréoli, qui était au CDH, bon, maintenant c'est les engagés, mais bon, voilà. Ouais. Au Parlement wallon. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ok, c'est bon. Ça va. listes- Ouais, sans soufflé, faute, c'est sans bon. faute. nos listes sont correctes. Je propose qu'on commence en demandant un peu vos parcours, par où vous êtes passé. Donc, pas qui veut commencer, mais comment vous avez commencé à vous intéresser à la politique et comment vous avez atterri ici, quoi. Ouais, je commence, Mhm. ça te va? Du coup, j'ai fait des études donc, de Sciences Po, comme tu l'as dit. Donc j'étais toujours intéressée par la politique, mais très curieuse en fait de tout, de l'actualité, etc. Donc ça m'a menée à faire ces études-là et à me spécialiser dans les relations internationales parce que je voulais plutôt me tourner en fait vers des missions avec des ONG, etc. au départ. Et puis finalement,
Quand je suis sortie de l'UNIF, de l'ULB, j'ai fait ça ici. Donc je suis contente d'être un peu de retour à la maison. Que Je des sais ULBistes, que, ouais, alors. franchement Que des là, ULBistes, c'était on change incroyable. J'ai fait mon bachelier à Mons. Ah. Ok. Personne n'est parfait. Non, mais du coup, je suis sortie, j'ai été 2 mois au Canada pour un peu vraiment voir autre chose et un peu vraiment bien perfectionner mon anglais. Et puis je suis revenue et en fait, il y avait un job d'attaché politique chez les jeunes CDH à l'époque. J'ai postulé et j'ai été engagée là-bas. Donc c'est ça qui m'a vraiment fait mettre un premier grand pied de ce côté-là. Et puis en fait, de suite, d'emblée, il y avait les élections de 2019 où j'étais candidate au fédéral en province de Liège, donc moi. Et j'avais vraiment, je me suis dit, je ne trouve pas de personnes qui me correspondent vraiment en politique, de jeunes femmes qui renvoient l'image en fait du moment, comment je me sentais. Et quand Vanessa Matz m'avait proposé, au début je lui dis non, j'avais 23 ans, je me dis je me vois pas du tout faire de la politique maintenant, mais je me dis il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de jeunes, et moi j'ai les 2 caractéristiques et je vais dire non. Donc c'était un peu hypocrite de ma part, je me suis dit donc allons-y. Et puis je préfère m'engager sans jeu de mots, plutôt et m'investir vraiment que de... ça arrive souvent en fait. Il est facile. Ouais. Bah, nous, avec d'office, on arrive beaucoup aussi. Ouais, c'est vrai. Et plutôt que de me dire, en fait, il y a des trucs auxquels j'adhère pas ou j'en ai marre de voir en Belgique, bah, plutôt que me plaindre, en fait, je vais m'engager et essayer de changer les choses. À ma petite échelle, évidemment, je savais que j'étais là pour donner un coup de main sur la liste, j'avais pas du tout d'ambition. Et ça s'est très bien passé. Finalement, j'ai toujours continué, t'as cité mon parcours avant. Et puis, en fait, ici... Maxime Prévost m'a demandé des têtes de liste à la région. Donc, c'est un gros challenge parce que j'ai 28 ans et j'avais fait la campagne, mais je pense que j'ai dit oui 6 semaines avant les élections. La fois dernière, c'était pas du tout le même processus que maintenant. Là, j'ai dû faire mon équipe. Il y a plein de décisions à prendre en tant que tête de liste. Et c'est vraiment cool, en fait, de m'avoir donné cette opportunité-là parce que c'est vraiment une grande chance en fait et c'est un énorme challenge vraiment parce qu'à 28 ans c'est pas facile. En face de moi j'ai un ministre, j'ai des députés sortants donc voilà, au début ça peut être peut-être impressionnant mais voilà, je pense que ça colle bien à la philosophie du mouvement maintenant et donc j'ai pris l'opportunité tout de suite, j'ai accepté et donc voilà, on continue. On fait son chemin. Ouais. À moi ? Bah, écoute, on te laisse le champ libre. Alors, donc en gros, moi j'ai commencé à m'intéresser à la politique en sortant de Réto. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai terminé ma Réto et j'ai fini ma Réto l'année où ils ont mis en place l'examen d'entrée en médecine. C'est un grand sujet dont on parlera peut-être par la suite. Et en fait, cette année-là, il n'y avait qu'une seule session parce que c'était la première année. Et en fait, donc je passe tout, j'avais suivi tous les cours prépa possibles. Moi, c'était mon rêve, mon grand rêve, vraiment. Je le passe. Et en fait, donc il y avait 8 matières. Maths, physique, chimie, bio. Jusque-là, ça paraît sensé. Et à côté, il y avait empathie, éthique, raisonnement, communication. QCM à point négatif sur une journée. Enfin, les conditions étaient déjà complexes. Et j'ai raté la partie empathie. Et en fait, à cause de ça, je n'ai pas pu me lancer en médecine. Et j'ai appris ça genre le 17 septembre. Donc moi, sortant de Réto, j'étais un peu plus jeune parce que j'avais sauté une classe. Et donc 16 ans. Sortir de Réto, t'avais ton rêve, c'est de faire médecine, tu te prends une claque, mais genre monumentale en te disant tu feras jamais ce que tu rêves de faire. J'étais peut-être un peu bête, j'avais pas fait de plan B, j'étais non, moi je fais médecine, putain de Ça a la pas marché. Voilà, et ça n'a pas marché. Et en fait, peut-être que c'est un réflexe un peu simpliste, je me suis dit qui est responsable de ça ? Qui est-ce qui a décidé ? Parce que moi j'ai vu le moment où il n'existait pas et puis le moment où ils l'ont mis en place. Je me suis dit mais qui a décidé de mettre ça en place ? Et c'est vraiment cette première réflexion qui fait que j'ai découvert que c'était des parlementaires au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui ont voté un décret. Et donc je suis allé le lire. Des trucs qui me semblaient bizarres, je comprenais pas très bien. Et dans ce champ-là, j'ai commencé sciences biomédicales parce que c'est ce que faisait tout le monde quand il ratait l'examen d'entrée en médecine. Et en fait, en parallèle, j'ai commencé quand même à m'intéresser à la politique, comment ça marche, ce qui existe et tout ça. J'ai eu la chance de tomber sur une pub Facebook pour le Parlement Jeunesse. T'en as parlé. Et cette année-là, j'ai fait mon premier Parlement Jeunesse, je venais d'avoir 17 ans. Tu peux expliquer vite fait en quoi ça consiste ? Alors c'est le moment promo pour le Parlement Jeunesse, ça leur fera plaisir. En gros, le Parlement Jeunesse, c'est une simulation parlementaire qui rassemble 120 jeunes de toute la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et pendant une semaine,
on vit dans une auberge de jeunesse et on débat dans l'hémicycle de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur 4 sujets de décret qui sont proposés par des ministres qui sont eux aussi jeunes. Et donc généralement on prend pas des sujets de décret trop techniques ou chiants, mais c'est vraiment des sujets de décret où il va y avoir un débat de société, où tout le monde va se sentir intéressé. Il faut pas avoir fait droit, il faut pas avoir fait Sciences Po, tout le monde est le bienvenu. Chose importante, parce que là moi j'en parle, mais le Parlement jeunesse c'est apolitique. C'est-à-dire que moi j'ai été membre de l'équipe du conseil d'administration, j'ai fait mon dernier Parlement jeunesse il y a moins d'un mois. Donc ça fait quelques... Ouais, j'étais président l'année passée et tout ça, mais c'est parfaitement apolitique. Et donc il y a des gens qui sont engagés dans certains partis, d'autres qui sont pas du tout engagés en politique, et c'est super aussi. Je veux le dire parce que je veux pas faire croire qu'il y a de la politique et qu'il faut faire de la politique. C'est juste une super expérience pour découvrir d'abord l'art du débat, débattre avec des gens et se rendre compte qu'on peut ne pas se jeter de chaise l'un sur l'autre quand on fait de la politique, puis aussi défendre ses idées, et puis c'est une expérience humaine de malade. Donc je recommande à tous ceux qui auraient envie de le faire. Donc je fais le Parlement jeunesse, je me dis waouh, j'adore. C'est une expérience qui séduit en général, donc je me dis j'adore. Et pendant ce temps-là, moi, biomède, sciences biomédicales, ça me parle pas de dingue. Donc en fait, je me dis je vais faire du droit. Et alors là je me lance en droit, et en parallèle j'avais commencé à m'intéresser aux partis politiques en me disant qu'est-ce qui existe comme parti politique en Belgique francophone, parce que c'était ma vision à moi. Je me disais si je veux m'engager quelque part, je crois qu'il faut le faire dans un parti politique. J'ai regardé tout ce qui existait, j'ai regardé les partis, et en fait c'est le CDH à l'époque, donc le parti qui était là avant les engagés, qui m'a séduit parce que c'était un mouvement centriste qui avait pour objectif de rassembler les gens plutôt que de les opposer. C'est un truc qui comptait pas mal pour moi. Le changement d'identité du parti, est-ce que ça a du coup considéré ouais, ah oui, clairement. Donc moi je suis arrivé quand c'était encore le CDH, mais j'ai eu la chance, ça tu l'as pas dit dans ta présentation, mais c'est normal, je suis conseiller politique au centre d'études, c'est mon travail, et donc en fait j'ai eu la chance de travailler au centre d'études tout au long du processus de transformation. Donc j'ai eu la chance d'être au sein de la machine. Ça c'est passionnant de voir un parti qui se refonde, et en fait il faut dire que j'étais déjà assez séduit par le centrisme, l'idée de rassembler plutôt que d'opposer, et l'idée de faire de la nuance, c'est-à-dire de se dire que il n'y a pas une bonne solution à droite, une bonne solution à gauche, et les engagés ont maintenu cette philosophie, et en plus de ça les engagés sont devenus un parti progressiste, ce qui était un peu moins le CDH avant, et ça me parle beaucoup évidemment. Donc voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, je me suis engagé chez les étudiants, puis chez les jeunes, je suis aujourd'hui président des jeunes, j'ai cette chance là, et je suis engagé au sein du parti maintenant aujourd'hui. Est-ce que vu que j'ai l'habitude de tweet, j'ai le droit de répondre au chat ou pas? Oui, à part si Ali, tu voulais absolument relancer sur le chat ou... Non, pas du tout. J'allais lancer sur le changement d'identité. Ah. Mais Bah alors, on peut... C'est parce que je veux préciser ça pour dire de... Voilà. Donc on me disait apolitique, pourquoi Comment Pardon, je sais plus dire. Le Parlement jeunesse est apolitique parce que il ne faut pas être membre d'un parti politique pour en faire partie. Ça ne compte pas, c'est pas du tout pris en compte. Inévitablement, des gens qui s'intéressent au Parlement jeunesse peuvent aussi s'intéresser à la politique, et donc il peut y avoir des liens. Mais par contre, aucune décision n'est politique, il n'y a aucune thématique qui est prise dans un spectre d'une famille politique ou d'une autre, vraiment, et chacun qui vient, les 120 jeunes, peuvent défendre leur avis sans devoir avoir la ligne d'un parti. Vraiment, c'est parfaitement neutre et apolitique, et ça on y tient. Et donc, pression. T'as parlé de beaucoup de choses par rapport au changement du CDH, etc. On y reviendra plus tard dans l'interview. Ce qu'on voulait vous demander, tous les deux, petit challenge quand même, c'est est-ce que vous pouvez nous résumer les propositions fortes des engagés, que ce soit au fédéral ou au niveau régional? Ouais, mais je voulais juste dire aussi, c'est vrai que tu as dit que ça avait pas mal changé l'idée nuancée et centriste en fait du CDH aux engagés, et je trouve que ça l'a même renforcé en fait. Parce que maintenant, être centriste, c'est pas être ringard en fait. C'est justement, comme tu l'as dit, c'est être progressiste, et c'est vraiment, c'est par conviction en fait qu'on est là. C'est pas juste parce que on savait pas trop où aller, donc on a été là. Pas du tout en fait. On est là parce que vraiment, notre slogan c'est le courage de changer. Et c'est absolument ce qu'on applique dans toutes les politiques qu'on prend et les décisions qu'on prend. Donc vraiment, ça je voulais le souligner. Nos propositions phares au niveau de la région. Donc moi je me présente pour la région Wallonne et du coup la Fédération Wallonie-Bruxelles. Celle que je préfère en tout cas de proposition, c'est en fait au niveau de l'accès au logement. Et l'accès à la propriété, surtout on sait que les jeunes c'est hyper galère pour devenir propriétaire. Et en Wallonie, surtout, les droits d'enregistrement en fait, sont à 12,5%. C'est énorme. Donc en fait, il faut déjà sortir énormément d'argent avant même d'avoir accès au crédit ou avoir accès à ton bien immobilier.
Et donc nous, on veut en fait mettre en place l'annualisation des droits d'enregistrement sur 20 ans. Donc en fait, au lieu de devoir sortir directement les droits d'enregistrement de ta poche, c'est de pouvoir en fait en payer une petite somme sur 20 ans. Et ce qui permettrait en fait vraiment d'octroyer un plus grand accès en fait à l'immobilier, parce que justement tu dois pas sortir tout ça de ta poche, et quand tu es jeune c'est très difficile de rassembler 40-50 000 euros directement pour pouvoir acheter quelque chose, parce que en fait il y a plein d'autres frais sur le côté auxquels on ne pense pas toujours. Donc ça c'est la première proposition, et ça on y est vachement attaché avec Isma, on l'a vachement défendu, et c'est une proposition qui vient de Génération Engagée et qu'on a portée au sein du mouvement, qui eux ont fait le job de l'intégrer au programme, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite, on ne peut pas passer à côté. L'agriculture, c'était déjà une de mes priorités avant. Ça l'est encore plus aujourd'hui parce qu'on voit vraiment la détresse en fait, du monde agricole. Peut-être qu'il y a beaucoup de Bruxellois qui regardent, je ne sais pas, et du coup, peut-être ils voient ça un peu de loin. Mais en Wallonie, c'est vraiment un enjeu essentiel. En Flandre, on le sait aussi, évidemment. Ce n'est pas tout à fait la même agriculture, mais voilà. C'est super important. Et nous, on a une belle proposition de mettre en fait en place... de donner l'accès à la terre en fait aux communes ou même à la région wallonne qui pourraient en fait être propriétaires de terres agricoles, et de les mettre justement, donner un accès plus facile aux jeunes agriculteurs, parce qu'on sait qu'il y a un gros problème de transmission en fait. Quasi plus de, je pense, c'est 7 agriculteurs sur 10 à plus de 50 ans. C'est vraiment galère en fait pour reprendre une exploitation agricole, et encore plus si t'es pas du milieu, si tes parents sont pas dedans, alors là c'est vraiment très très compliqué. Ça, c'est la deuxième grosse proposition. La quatrième, mais on y reviendra plus tard, je pense qu'on va parler de l'enseignement. Mais on est à fond pour l'enseignement qualifiant, évidemment, il faut le revaloriser, et l'enseignement en alternance. Je vais pas développer tout maintenant parce qu'on y reviendra, je pense. Et une proposition aussi qui a été portée par Génération Engagée, là c'est plutôt du côté de la communauté, du coup, de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est en fait tout ce qui concerne l'e-sport. On n'en parle pas beaucoup en Belgique, alors que c'est un secteur qui se développe bien. Et c'est super important pour nous. Surtout, Isma a vraiment bien bataillé pour ça, c'est vrai, parce que, un fin connaisseur. Et du coup... Je veux dire que je joue trop, à mon avis. Non, pas du tout, mais vraiment, c'est vrai que, voilà, moi... au départ, je ne m'en rendais pas compte. En fait, je savais que c'était un secteur d'avenir et tout, mais je ne me rendais pas compte qu'il y avait vraiment ce manque. Il n'y a pas de statut en fait, d'e-sportif, par exemple. Comme des jeunes peuvent avoir le statut de sportif grâce à l'ADEPS et avoir des avantages pour étudier, avoir un planning allégé, puis repasser des examens parfois à d'autres dates, etc. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le mettre en place aussi dans l'e-sport, parce que finalement, c'est un sport comme un autre. Donc voilà. Pour moi, je pense que c'est ça les propositions phares ici que j'ai envie de porter pour les engager au niveau de la région et de la communauté. Il y en a plein d'autres, évidemment, mais bon, voilà, je vais laisser la parole pour le fédéral. Et on a quand même Sylvie dans le chat qui demande je s'il y a vois pas beaucoup de d'ici. terres agricoles qui appartiennent à la région wallonne à l'heure actuelle. Non. Okay. Enfin, en tout cas, pas qui sont exploités directement. Donc non, pour l'instant, c'est un petit peu galère, justement, parce que l'accès à la terre est très très compliqué. Donc en fait, c'est plutôt des exploitations qui ont déjà des parcelles de terrain en fait, et qui peuvent les exploiter. Maintenant, on sait en plus que ça devient de plus en plus dur, parce qu'il y a à chaque fois des réformes, où avant il y avait des terrains immobiliers, ça devient des terres agricoles, puis les terres agricoles deviennent des terrains immobiliers. Donc c'est un petit peu difficile de s'y retrouver, et ce qui fait énormément augmenter en fait le prix de la terre agricole. Et peut-être que la région wallonne est en partie propriétaire de certaines terres, mais c'est pas énorme, et en tout cas elles les mettent pas à disposition des jeunes comme nous on voudrait, quoi. Et Guy Jacques dans le chat qui dit qu'il ne connaissait pas l'e-sport, enfin il ne savait pas qu'en tout cas qu'il y avait ces problèmes liés à l'e-sport en Belgique. Je me demandais, est-ce que tu suis des compétitions, des jeux en particulier? Non, pas du tout, pour être honnête, mais on a un collègue au sein des engagés. Sa fille, aide-moi parce que je sais pas ce qu'elle fait comme Sa fille, le sport. elle est Enfin, e-sportive professionnelle je sais plus à quel jeu. à la K-Corp, et c'est Valorant. Okay, voilà. Et donc il nous en parle souvent et tout, et donc nous on essaie de relayer ce qu'on peut, mais non. Moi dans l'e-sport, je suis rien. Un peu de loin, je suivais un peu les compétitions FIFA, j'avoue. Mais voilà, c'est pas sinon... C'est vrai que les clubs belges ici en Belgique ont leur équipe. Ouais, c'est pour ça que du coup, à travers en fait, les clubs de base de foot, je savais qu'ils avaient leurs équipes d'e-sport, et du coup, c'était sympa de pouvoir les suivre aussi, parce que voilà.
ça valait la peine, le mérite de le faire. Et on a un soutien de la CACORP dans le chat. Juste petit moment d'autopub par rapport à l'agriculture. On a reçu Philippe Burny, qui est ingénieur agronome. On a longuement parlé des problèmes rencontrés par les agriculteurs et on avait aussi un peu parlé du problème de l'accès aux terres, notamment aussi avec les supermarchés qui rachètent aussi des terres et qui empêchent certains jeunes complètement. De s'installer. Donc voilà, la rediffusion arrive sur YouTube. Si ça vous intéresse, ce sera bientôt disponible. L'interview sera disponible sur notre chaîne YouTube. Voilà. Mais tu fais bien de le dire en plus parce que c'est vrai que c'est un gros problème. Nous, donc moi, je viens de l'ASB, donc c'est des terres qui sont très riches en fait et on peut facilement cultiver. Et en fait, souvent, c'est des grands supermarchés qui viennent rafler. Et en fait, à côté de ça, quand toi, tu as 25 ans et que tu as envie d'acheter un bout de terre, c'est juste impossible parce que les sommes qu'ils proposent à côté, tu peux pas concurrencer, quoi. Forcément. Ouais. Et au niveau fédéral, donc Oh waouh. La transition D'abord, même si c'est pas que le niveau fédéral, je veux vraiment soutenir le fait que sur la question de l'e-sport, on s'est vraiment beaucoup battu et que ça a été adopté par les engagés et qu'on en est vraiment très fiers. Parce que au-delà de moi qui joue trop à LoL, il y a d'autres enjeux. C'est le fait en fait que on s'en rend pas assez compte, mais aujourd'hui les jeux vidéo c'est le premier secteur culturel économique dans le monde et en Belgique. Et donc en fait, on a tendance à se dire c'est pour des gamers qui jouent jusqu'à 4h du mat dans leur chambre. Notre régie apprécie beaucoup ce qui vient d'être. Mais voilà, et ce que je veux dire c'est qu'en fait c'est vraiment un secteur culturel à part entière, au-delà du fait qu'il crée de l'emploi et tout ça. Pour les jeunes et les moins jeunes, l'âge moyen d'un gamer aujourd'hui c'est 30 ans. Donc voilà, c'est un vrai sujet dont on doit aujourd'hui se saisir et donc il faut aujourd'hui que politiquement on en fasse quelque chose. Et donc ce statut d'e-sportif professionnel c'est vraiment un truc avec lequel on a envie de se battre parce que tous ces jeunes qui sont des professionnels, il n'y en a pas des millions, il y a peu d'élus, mais on veut qu'ils puissent finir leurs études aussi, comme ces sportifs professionnels qui peuvent le faire. Et donc je suis content qu'on ait pu le porter avec Génération Engagée et que Marie puisse le porter, je l'espère, par la suite. Et à quel niveau le premier secteur économique? C'est en fait en point de PIB, en point de PIB par rapport aux autres, c'est le premier, mais genre de loin, de très très loin. Donc voilà, en matière de revenus, de création d'emplois et donc économiquement de richesse que ça représente. Et qui a peut-être tendance à être sous-estimé dans l'imaginaire collectif. Ouais, complètement. Ah ouais, mais c'est évident. D'abord, parce qu'à mon avis, il y a un gap générationnel qui est important. C'est-à-dire que moi, quand je voulais indiquer, quand j'étais candidat, que j'étais fan de jeux vidéo, on me disait fais gaffe, ça fait pas très sérieux. C'est comme si je disais que j'adorais faire du tennis tous les week-ends. Je veux dire, je trouve que effectivement, ça n'a pas cette vertu sportive. Mais il y a quand même ce truc de collaboration avec des gens, de social et tout ça. La concentration, voilà. tout ça, et donc ça, c'est le côté jouer aux jeux vidéo, mais le côté jeux vidéo, création de jeux vidéo, c'est faire travailler des graphistes, des programmeurs, des animateurs. Enfin, je veux dire, il y a un vrai écosystème économique derrière qui est super important et qu'il faut valoriser le plus possible. Je reviens en fédéral maintenant. Oui. Alors, et deux axes que je vais développer. D'abord, la question du travail. Chez les engagés, on a une grande priorité, c'est de revaloriser le travail. Aujourd'hui, malheureusement, il y a trop peu de différentiel entre l'inactivité et l'activité. C'est-à-dire qu'entre quelqu'un qui ne travaille pas et quelqu'un qui travaille, la différence de revenus est trop peu importante. Et en tout cas, on a tout un tas d'avantages quand on ne travaille pas. Des transports moins chers, la garde des enfants qui est moins chère, etc. Qui fait que se mettre à travailler peut parfois être moins intéressant que de ne pas travailler. Et donc là, il y a une vraie difficulté, c'est qu'on doit absolument revaloriser le travail et faire du travail quelque chose de positif. Et donc comment est-ce qu'on veut y arriver? On a plein de propositions, on a proposé une grande réforme fiscale, c'est un plan fiscal et emploi, mais je veux en extraire deux propositions. La première, c'est ce dont je parlais sur le différentiel entre l'inactivité et l'activité, c'est de mettre en place un bonus bosseur. Le bonus bosseur, il porte son nom, c'est le fait de fiscalement avoir un bonus de 450 € par mois si on travaille. Ça permet justement de garantir cet écart entre l'activité et l'inactivité. Parce que ce qui est super important pour moi aussi, contrairement peut-être à des partis de droite, c'est de pouvoir dire qu'aujourd'hui, nous, on ne veut pas dire, pour accentuer la différence entre le travail et le non-travail, on veut diminuer les allocations. Parce que ces gens qui ont aujourd'hui des allocations sociales, ils sont au seuil de pauvreté ou un peu au-dessus, mais je veux dire, c'est pas des gens qui vivent bien. Je veux pas envoyer ce message en disant oui, ces gens qui travaillent pas, en fait, c'est des profiteurs et ils foutent rien. Il y a des abus, évidemment. Mais ce qu'on veut, c'est que même nous, on veut revaloriser le chômage. Parce que c'est un accident dans la vie, ça arrive. On veut qu'il soit moins long par contre. Et on veut créer un droit à l'emploi. C'est-à-dire de se dire qu'aujourd'hui, si vous êtes au chômage, l'État a une responsabilité dans le fait de vous trouver un emploi, dans le fait de vous former, dans le fait de créer quelque chose. Ça existe aujourd'hui, c'est pas juste une lubie.
ça existe aujourd'hui, ça s'appelle l'initiative Territoire zéro chômeur de longue durée. Ça a été mis en place à quelques endroits en Wallonie et à d'autres endroits dans le monde, où en fait, l'État aide à activer des personnes qui sont en inactivité, leur crée un emploi, et en fait, ça coûte moins cher de créer un emploi à quelqu'un que de lui donner une allocation. Et donc ça, c'est ce qu'on veut répliquer à grande échelle. Donc ça, c'est la première chose sur le bonus. Donc là, j'ai parlé du droit à l'emploi. Le bonus bosseur, c'est 450 € net en plus quand vous travaillez, pour créer ce différentiel et motiver les gens à travailler. Et la dernière chose, c'est une proposition qu'on a beaucoup défendue avec les jeunes, et à mon avis qui pourra parler aux jeunes, c'est d'exonérer de tout impôt les 100 000 premiers euros gagnés quand on travaille. Alors ça peut paraître être un cadeau, mais nous, on ne propose pas d'offrir 30 000 balles comme ça à tous les jeunes qui ont 25 ans, d'autres partis le proposent. Nous, ce qu'on propose, c'est pour valoriser le travail, de dire, ok, vous travaillez, vous êtes jeune, on a besoin d'avoir des gens qui travaillent, et a fortiori des jeunes qui travaillent, et surtout, on a besoin, quand on est jeune, de pouvoir avoir du capital. Marie en parlait pour avoir accès au logement. C'est quand on est jeune qu'on a besoin de pouvoir économiser pour acheter une maison ou un appartement. C'est quand on est jeune qu'on a besoin d'avoir une sécurité financière pour pouvoir fonder un foyer. C'est quand on est jeune qu'on a besoin d'avoir une sécurité financière si on veut lancer une entreprise. Et donc là, on dit les 100 000 premiers euros que vous gagnez, on les exonère d'impôts parce que ça fait un retour pour l'État qui est super important parce qu'ils vont être investis dans l'économie. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de mettre en avant et qui permettra aux jeunes de valoriser leur travail et de les motiver à travailler. Deuxième point, deuxième axe, c'est le numérique. Je suis peut-être un peu long, c'est ça? Je vois vous regarder. Peut-être que tu voulais réagir sur les Ah, sur c'est quelque chose l'exonération. qu'on avait noté, le logement pour les jeunes et défiscaliser les premiers 100 000 € gagnés. Voilà, c'est dans votre programme de 2024. Alors la proposition est très belle, mais comment on fait pour que ce soit viable, pour qu'il n'y ait pas un trou, si les jeunes ne payent pas les impôts, ça va pas créer un déséquilibre, il faudra que l'argent arrive d'autre part. Ouais, alors, ce qu'on propose en fait chez les engagés, c'est une réforme fiscale globale. Le shift fiscal qu'on propose, il est à hauteur de 52 milliards d'euros. Alors, il est neutre, c'est-à-dire que on allège de 52 milliards d'euros la fiscalité sur le travail, et on va rechercher 52 milliards d'euros ailleurs. Ou dans la taxation du patrimoine, par exemple, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui spéculent, qui achètent et qui vendent des actions plus chères, moins chères, et quand ils font une plus-value, ils payent 0% d'impôt. Ça, pour nous, c'est pas normal. Donc, pour les engagés, 1 euro gagné par le travail doit être égal à 1 euro gagné autrement, peu importe comment il est gagné, et doit être taxé de la même manière. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a incorporé l'exonération de ces 100 000 € dans tous nos calculs pour rendre cette réforme neutre. Et donc, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on va plus taxer le patrimoine. Comme j'ai dit, les plus-values. On met fin à tout un tas de niches fiscales. Les voitures de société, les sociétés de management. Aujourd'hui, les sociétés de management, c'est un phénomène, en fait, quand on gagne... En fait, les comptables vont vous le dire. Si vous gagnez plus de 80 000 € par an, vous devez faire une société de management parce que ça vous coûtera moins cher de mettre ça en dividende, donc de faire ce qu'on appelle... J'ai fait du droit et du droit fiscal, ça s'appelle VVPR bis et VVPR terre. Ça va devenir peut-être un voilà. petit peu trop... Mais j'explique pour montrer qu'en fait, il y a un vrai mécanisme derrière. C'est ce qu'on appelle des réserves de liquidation. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on gagne de l'argent, on a du bénéfice, on le met sur le côté dans un compte et on dit, on le garde pendant 3 ans. Et si vous le laissez pendant 3 ans en réserve de liquidation, après l'impôt que vous payez, il est de 15% et plus de 30%. Et donc toutes ces niches fiscales, on veut y mettre fin quand elles ne sont pas utilisées aux fins auxquelles elles sont censées servir. C'est-à-dire que cette réserve de liquidation, normalement, elle sert aux entreprises à avoir une gestion comptable qui est saine, avoir un coussin financier. Mais aujourd'hui, les gens, il faut une société unipersonnelle, c'est-à-dire juste moi, vous voulez me payer plus de 80 000 €, attendez, je crée une société, vous allez payer ma société, ça me fera moins d'impôts. Ça, on veut y mettre fin. Et donc, on veut mettre fin à toutes ces niches fiscales. Et avec cette réforme fiscale, ça rentre dans les calculs parce qu'en fait, ça coûte pas si cher que ça d'exonérer d'impôts les 100 000 premiers euros. Parce qu'en fait, vous avez déjà toute une quotité exemptée d'impôts chaque année qui est de aujourd'hui un peu moins de 12 000 €. Et donc, en fait, les 100 000 €, vous les gagnez pas sur un an. Et donc, en fait, juste, on augmente un petit peu cette quotité pour les jeunes. Et donc, mécaniquement et fiscalement, c'est pas un coût immense. Et comme je le dis, ça rapporte beaucoup à l'économie parce que c'est des jeunes qui vont acheter des maisons plus vite, qui vont pas faire juste des crédits, bêtement, parce que les crédits, ça finance pas beaucoup l'économie. Et justement, Ismaël, quand tu avais parlé de la possibilité que les Bruxellois deviennent propriétaires à 30 ans. Tu l'as dit récemment. C'est un chiffre qui est quand même un peu, on se dit, à 30 ans, être propriétaire, c'est devenu assez rare. Tu penses que ce genre de mesure peut aider à atteindre ce genre de résultats? Donc il y a ça, et il y a ce que Marie a bien expliqué tout à l'heure, c'est l'annualisation des droits d'enregistrement. Je vais le faire très, très bref. Annualiser. Aujourd'hui, quand on veut acheter, qu'est-ce qui se passe? On doit faire un apport. L'apport, il est composé de 2 choses. Le X% du prix de la maison, c'est au minimum 10%. Donc 10% de 300 000 €, donc 30 000 €, plus
en Wallonie et à Bruxelles, 12,5% de droits d'enregistrement. C'est une taxe. Vous les payez en même temps. Et donc, vous devez amener, dans ce cadre-là, je vais essayer de faire un calcul rapide, 65 000 € sur la table. Juste pour pouvoir avoir accès à cette propriété. Nous, ce qu'on propose, c'est que cette taxe, vous ne la payez pas d'un coup, mais vous la payez année après année sur 20 ans. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que du coup, quand vous voulez acheter, vous ne devez plus amener 10% plus 12,5%. Vous amenez juste les 10%. Et donc, je peux vous dire que pour tous les jeunes qui ont commencé à bosser, entre économiser 30 000 € ou économiser 65 000 €, ben en fait, vous pouvez sincèrement gagner au moins 5 ans sur l'accès à la propriété. Au moins. Et donc ça, c'est de réduire de 50% le ticket d'entrée à la propriété. Et c'est l'objectif, c'est de permettre aux jeunes d'avoir accès à la propriété à 30 ans. Et alors, il y a tout un tas d'autres mécanismes sur la rénovation, sur augmenter le nombre de logements qui sont disponibles sur le marché, parce qu'à Bruxelles, c'est encore différent, même si dans les zones proches de Bruxelles, ça commence à s'accentuer aussi. Mais en tout cas, cette mesure-là, elle peut être très forte. Et même quand je parle avec des gens d'autres partis, ils me disent c'est pas bête, parce que nous, on propose pas juste de baisser les taux. Il y a des partis qui vont être un peu populistes, qui vont vous dire faut baisser, parce qu'en Flandre, ils sont à 3%. Sauf qu'en Flandre, je vais vous le dire, leurs finances sont plus confortables. Et aujourd'hui, les droits d'enregistrement au Wallonie, c'est 1,5 milliard, plus ou moins, des recettes. Et donc venir dire on va diminuer ça par 2, bah, vu la dette déjà aujourd'hui, ce serait pas responsable de le promettre. Et donc juste on va dire, on les étale, donc la Wallonie touche et Bruxelles touche toujours les mêmes sommes, mais pour la personne qui achète, c'est beaucoup moins lourd d'amener cet argent. Mais c'est cet étalement justement dans un marché du travail qui est assez instable avec les CDD et CDI qui se raréfient. Est-ce que c'est pas risqué d'arriver à un système un peu comme aux États-Unis où des gens payent pendant 30 ans leurs études ou ce genre de choses? Alors non, pas tant que ça, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que sur cet étalement, vous payez pas d'intérêt déjà. Donc vous n'augmentez pas les coûts, hein. C'est pas comme si vous faisiez un prêt. Et puis derrière, en fait, il y a aussi tout un tas de mécanismes de sécurité qui existent. À Bruxelles, il y a le fonds du logement qui permet à ceux qui sont en difficulté d'avoir de l'aide quand ils doivent payer. Donc, et alors, quand vous allez contracter votre prêt, vous aurez toujours quand même des conditions de solvabilité qui sont demandées par la banque. Donc on va pas, mais sauf qu'elles seront plus basses parce qu'en fait, vous aurez une demande d'apport moins élevée. Et en fait, chose importante pour tuer un mythe, aujourd'hui, à votre avis, combien de pourcents de personnes qui ont un prêt aujourd'hui n'arrivent pas à le payer, sont en défaut de paiement chaque année? En Belgique? Ouais. 10%, 5%, 20%? Moi je dirais, je sais pas, je dirais 10%. Voilà. Mais c'est vraiment au hasard. Ouais, ok. Franchement, 0,9%. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nos règles budgétaires et d'accès au crédit sont tellement strictes qu'on est vachement loin de la crise immobilière qu'on a connue en 2008. Ok. Voilà. J'ai essayé de faire interagir le chat. 4,3%, c'était pas si loin. Il y a un petit quiz qui s'est improvisé. Elisa, qui est économiste, qui est inhabituée Oula, mince. de chez nous, donc voilà. Ouais, c'est prêt hypothécaire. Ah oui, c'est de ça dont je parlais. Voilà. Ah, et pas les prêts en règle générale. Non, je parlais des prêts pour les logements. Oui, pardon, si j'ai pas été clair. Merci Elisa. Merci Elisa. Elisa qui est une pointure. C'est bien d'être précis. Merde, il faut faire gaffe à ce qu'on dit maintenant. Il y a un gros thème que vous n'avez pas encore abordé qui est quand même central chez les engagés, c'est la santé. Et c'est transversal un peu dans tout le programme. Il y a 2 grands piliers qui sont mis en avant, c'est la prévention et la promotion de la santé. Concrètement, quelles sont les revendications des engagés par rapport à ça? Ben, en fait, donc la santé, c'est vraiment le thème qui nous définit maintenant, vraiment, à chaque fois que c'est vraiment le thème de référence en fait, des engagés. On veut en faire une priorité. On n'avait pas attendu le Covid pour savoir que c'était notre bien le plus précieux, mais en fait, ça a fait que renforcer l'idée qu'on en avait. On sait que même actuellement, 1 € investi dans la prévention, en fait, nous en rapporte 4 quand il s'agit dans les soins de santé. Et donc ça, c'est important pour nous parce qu'on voit bien que les derniers justement, gouvernements en fait, ont diminué toutes l'euro symbolique investi dans les soins de santé. Et nous, c'est pas une politique qu'on cautionne. On veut justement aller plutôt à l'inverse. Et en fait, la prévention, c'est là que tout commence, en fait. Que ce soit aussi bien en santé physique qu'en santé mentale. Dans la prévention, il y a aussi le droit à justement une alimentation saine. Ça, tout de suite, ça fait le lien avec l'agriculture. Il y a le droit à pouvoir aller faire du sport aussi, parce que c'est tout ça, quand on va pouvoir mettre tout ça ensemble, on sait que c'est ça qui va nous amener aussi à pouvoir être en meilleure santé, finalement, avoir des soins de qualité. On a de la chance en Belgique, on est très bien lotis pour ça. Même si parfois ça arrive qu'on ait un petit couac aux urgences ou quoi que ce soit, mais il faut bien se dire que c'est vraiment un personnel qui est mis sous pression tout le temps. On les a applaudis pendant des mois et puis finalement pour leur faire à l'envers ensuite
en tout cas par les politiques, ça n'a pas été très très bien, je trouve, géré. Tu me dis si je me trompe, mais il me semble que voilà. Et donc, pour nous, c'est vraiment primordial, la revalorisation des médecins, mais aussi du monde infirmier. Parce qu'on n'en parle pas souvent, mais encore maintenant, il y a des procédures qui sont mises en place justement dans les soins infirmiers pour devenir assistant soins infirmiers. Enfin, bref, tout un truc. Je ne vais pas détailler ici parce que c'est assez complexe, mais c'est vraiment c'est scandaleux ce qui est en train de se passer. Et c'est pas facile à encaisser pour en fait tous ces infirmiers et infirmières. Et donc voilà, je sais pas, tu voulais ajouter un truc sur la prévention? Si vous me permettez, sur un niveau fédéral peut-être. D'abord la prévention, un chiffre aussi, j'adore les chiffres. 1 euro investi en prévention, c'est 4 euros gagnés par la suite pour la sécurité sociale. J'ai commencé par ça. J'ai pas entendu. Vous voyez, il m'écoute jamais. Je suis fatigué. Retenez cet extrait, s'il vous plaît. Non, pardon. Mais donc j'ai d'autres choses à dire quand même. Tu l'as dit mieux que moi, je crois. Mais non, pardon. Alors, franchement, je vais pas me faire l'avocat du diable, mais c'était mot pour mot pareil. Hein. Bah, ça veut dire qu'on est d'accord. C'est une bonne chose. Bon, j'ai d'autres choses à dire, pardon. Alors, donc chez les engagés, on est pour la refédéralisation de la santé. Tu l'as pas dit ça? Non. Ok, génial. Oh là là, j'ai décroché. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a tous vu ce qui s'était passé avec nos 9 ministres de la santé. Parfois, on peut même dire qu'il y en a 10. Ça marche pas. Le fait qu'il y ait trop de responsables, ça fait qu'il n'y a pas de responsables. Et donc aujourd'hui, ça marche pas. On est absolument pour une refédéralisation. Et deuxième chose, c'est peut-être une forme de revanche sur la vie, mais on est pour la fin du concours d'entrée en médecine et pour la fin des numéros UNAMI. Parce qu'aujourd'hui, on parle de pénurie de médecins, mais c'est un des trucs les plus inconcevables que moi j'ai vécu quand je préparais cet examen, c'est que j'avais vu un question à la une, c'était le QR de... Non, pas le QR, c'était l'investigation de l'époque. Où en fait, il y avait 2 sujets. Le premier, c'était sur l'examen d'entrée, le deuxième, c'était sur la pénurie de médecins généralistes. Et moi je suis en mode, mais attendez, on est en train de me dire qu'il n'y a pas assez de médecins et en même temps on veut limiter le nombre de médecins. Et donc voilà, les numéros UNAMI c'est ce qui limite le nombre de médecins et ça on n'en veut plus. Aujourd'hui on a besoin de plus de médecins pour avoir juste des rendez-vous à temps, pour pas devoir attendre. J'ai besoin d'un rendez-vous chez un dermatologue, il me faut 5 mois pour avoir un rendez-vous, c'est pas normal. Et donc ça on n'en veut plus et on veut mettre la fin au concours d'entrée en médecine. Voilà pour ajouter ça que Marie j'espère n'a pas dit. Non. J'avais pas dit, tu as bien complété ce que j'ai dit. Et dans le chat, on a Cinémat qui dit « Et puis l'adage de plusieurs parties à propos de la santé, le meilleur patient est celui qu'on ne soigne pas. » À comprendre que la prévention va évidemment fonctionner. Après, il y a des parties qui voudraient bien ne pas soigner les patients non plus. Hein, donc, Mais ça fait quelques fois que tu dis des parties, d'autres parties en Flandre, certains veulent... Tu peux donner des noms je peux donner des noms. Par exemple, le MR, récemment, Mathieu Michel, il a dit que grâce à l'intelligence artificielle, j'en parlerai plus tard parce que j'adore ça, le numérique, il a dit que grâce à l'intelligence artificielle, on allait pouvoir réduire d'1/3 le budget des soins de santé. Parce que, évidemment, le numérique, l'intelligence artificielle peuvent faire gagner de l'argent, du budget, mais lui il était en mode, et ça nous permettra de financer la réforme fiscale. Alors que nous, la priorité pour nous, c'est de renforcer le budget de la santé. Et donc là, typiquement, en fait, eux, ils veulent juste détricoter les soins de santé, détricoter la sécurité sociale. Et donc effectivement, le meilleur patient est celui qu'on ne soigne pas, mais j'espère que quand il y en a, on aura quand même envie de le soigner. Et ça semble pas toujours être le cas dans ce qu'on voit aujourd'hui. C'est intéressant de parler du MR maintenant, parce qu'on va en parler un peu plus tard. Mais on peut peut-être déjà faire une petite parenthèse si tu es d'accord avec moi, Aline. Oui, vas-y, je t'en prie. Parce que récemment il y a eu des... récemment, pardon ? C'était ta question, vas-y. Ah non, mais c'est parce que récemment on entend parler éventuellement des coalitions entre le MR et les engagés. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce qu'il y a une possibilité de voir le MR et les engagés marcher main dans la main en juin ? Je crois qu'il faudra attendre en fait, le lendemain des élections pour savoir les résultats de tout le monde et comment les majorités se dessineront. Il y a 5 ans, Maxime Prévost a fait le choix de l'opposition parce qu'il a reçu le signal de l'électeur comme quoi il nous avait sanctionnés, donc il a eu le courage d'aller dans l'opposition. Ce que les partis ne font jamais d'habitude quand ils sont appelés à la table des négociations, même s'ils n'ont pas fait un bon résultat. Là, il a eu le courage de le faire, puis qui nous a menés à faire ce changement d'identité. Donc je crois qu'il va falloir vraiment attendre les résultats, voir les coalitions possibles. Mais je sais que c'est une envie de sa part et une envie de notre part au mouvement de rentrer dans les majorités, ça c'est sûr. Mais avec qui, c'est un peu trop tôt pour le dire. Mais je peux peut-être vous faire réagir au chat. Je sais pas lire d'ici en fait. Parce que... C'est oui, on demande, maintenant qu'on a fait le MR, on demande pour la NVA, est-ce que les engagés de la NVA dans une coalition, c'est feu vert ou feu rouge ? Alors, c'est pas comme ça que la question doit se poser en fait. La question elle va se poser et il faut absolument pas faire preuve de dogmatisme là-dessus. C'est-à-dire que c'est évidemment d'abord pas notre partenaire idéal.
c'est clair. C'est mis juste plus haut par Elisa, je crois qu'il met la NVA veut réduire le budget de la sécu sociale pour financer les dépenses dans la défense. Donc évidemment, c'est feu orange, ça fait très centriste, mais je vais expliquer pourquoi. En fait, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, allez, je vais essayer de faire les calculs, on a un Vlaams Belang à 26%. Ça veut dire 25 ou 26 parlementaires fédéraux. On a un PTB à 18-20%, ça veut dire 18 députés du PTB. Ça veut dire qu'on est là à pratiquement 47-48 députés qui sont des partis extrêmes, avec lesquels on n'ira pas. Nous, c'est no way, on n'ira pas. Pour vous, c'est la même chose, Vlaams Belang, PTB, c'est des partis extrêmes, alors, pas de différence entre ces deux partis? Pour nous, on ne travaille pas avec les extrêmes, ça c'est une première chose. Pour moi, par contre, l'extrême droite a une différence, c'est qu'elle prône la haine de l'autre. Donc j'en fais une vraie différence, c'est-à-dire que l'extrême gauche est populiste, n'apporte pas les bonnes solutions, a montré dans l'histoire qu'elle pouvait aussi faire de sacrés dégâts. Mais aujourd'hui dans notre pays, que ce soit chez nous, en Italie, en France, l'extrême droite, ce qu'elle a de fort, c'est la haine de l'autre. Mais je suis convaincu que l'extrême gauche, ce à quoi elle va mener aussi, c'est à des clivages, c'est à diviser la société, c'est à la fracturer. Et donc pour nous, l'extrême, c'est no way. Mais donc, j'allais dire, on les confond pas. Désolé, voilà. on les confond pas. Mais il faut rester vigilant. Et puis on sait de toute façon que le PDB ne veut pas monter aux affaires et que c'est à chaque fois la même chose. C'est des promesses, des belles paroles. Et en fait, c'est pas la politique qu'on a envie de voir et dont on a besoin en Belgique. Parce qu'il faut vraiment des actions concrètes, on le voit. Il n'y a pas eu de réforme fiscale sous ce gouvernement, alors qu'ils en avaient promis une. Nous, on en a une, alors qu'on est dans l'opposition. Elle est là, il n'y a plus qu'à l'appliquer. Et elle est réalisable, parce qu'à chaque fois qu'on propose quelque chose, derrière c'est chiffré et c'est réfléchi. C'est pas juste parce qu'on est en période électorale. Et donc ça, c'est important. Il ne faut pas l'oublier. Quand le PTB vous propose de taxer les riches et de résoudre tous les problèmes parce qu'on taxe les riches, je pense que si c'était la seule solution, on l'aurait fait depuis très longtemps. Donc vous ne les renvoyez pas dos à dos, mais vous les trouvez tous les deux dangereux. Oui, c'est ça, tous les deux dangereux. Et ils ne veulent pas monter au gouvernement et ils n'apporteront rien au gouvernement parce que, en fait, les gens se rendront compte qu'en fait, ils n'apportent pas de solution. Mais donc voilà, on ne les confond pas, mais on pense que, en tout cas, travailler avec les extrêmes, pour nous, c'est pas une solution. On remonte un peu dans notre liste de questions, peut-être pour une dernière question sur la santé, qui je pense était vachement intéressante, celle sur les 12 séances gratuites. Je sais pas si Aline, ça te parle comme question. Oui, donc ça c'est quelque chose qui est également dans le programme et que vous avez communiqué tous les deux conjointement sur vos réseaux sociaux. C'est les 12 séances gratuites chez le psy pour les jeunes chaque année. De l'information que j'ai trouvée dans le programme que je n'avais pas vue sur les réseaux sociaux, c'est pour les jeunes de 10 à 19 ans. Corrigez-moi si je me trompe. C'est plus. C'est plus large. Parce que les jeunes, c'est très large comme terme. Donc, qui ça concerne exactement et donc la question, c'était aussi, est-ce que c'est pas un peu une carotte qui est exempte de réfléchir plus loin, plus sérieusement à une refonte du système de santé, que ce soit physique ou mental? Ouais, non. La santé mentale, c'est un gros sujet sur lequel on a travaillé avec Génération Engagée. C'est vraiment nous qui avons porté en fait ces revendications de la santé mentale et on a été vraiment été entendus par. Pardon, parce qu'il y a un shpup dans le chat, c'est parce que ma gourde fait toujours le même bruit, c'est devenu un running gag dans l'équipe. Je l'ai même pas entendu. Je peux te dire que je l'entends à chaque fois et le chat l'entend à chaque fois. Du coup, on en a fait une de nos priorités. Nous, on en a parlé au mouvement, qui l'a très bien reçu. Et en fait, on a tout de suite fait aussi une de ses priorités. Maxime Prévost l'a dit, c'est la nouvelle crise sanitaire, en fait, les problèmes de santé mentale en Belgique. Et donc, nous, les 12 séances, on a fait des commissions et on a fait beaucoup de rencontres de terrain avec le secteur. On a aussi donné la parole aux jeunes. Parce que nous, ce qui nous a interpellés, c'est pendant le Covid, on savait que les jeunes n'allaient pas bien et qu'il allait avoir des répercussions. Les politiques n'ont pas du tout pris ça en compte. On nous a privés de l'école, de nos amis, de nos loisirs, de nos familles. Ça a été dur pour beaucoup. Pour ceux qui, comme moi, vivaient à la campagne, c'était plus facile parce qu'on pouvait facilement s'aérer. On avait un jardin. Pour ceux qui vivent en ville, qui habitent à 4-5 personnes dans un appartement, c'est très vite difficile. C'est des conditions vraiment en plus qu'on n'avait jamais vécues. Enfin, on va pas se refaire tout le film, mais on s'en souvient tous. Et du coup, on n'a pas du tout écouté les jeunes à cette période-là. On leur a pas donné la parole. Et nous, c'est ce qu'on voulait faire avec ces 12 séances gratuites. Voilà, c'est parce que c'est une par an, en fait. Par mois, pardon.
12 par an, une par mois, voilà. J'écoutais. Ouais, bien, t'as bien fait, merci. On se souvient. Et du coup, voilà, pour nous, c'était une façon de leur dire, on est à votre écoute, on veut entendre ce que vous avez à nous dire, et on veut surtout que vous ayez mieux, parce qu'il y en a beaucoup qui vont très mal. C'est ce qui est ressorti, on a fait une grande enquête en ligne, et de nos rencontres avec eux. Parfois, c'est pas des graves dépressions, mais parfois, c'est juste, on n'arrive pas bien à dormir, ou on a des difficultés à aller à l'école. En fait, ça peut être plein de choses. La santé mentale, ça englobe tout. Et pour nous, c'était super important de leur dire, en fait, vous êtes l'avenir, et on a envie d'être là pour vous, et on a envie de vous écouter. Vous n'êtes pas juste des chiffres, et parce que vous votez pas, en fait, on s'en fout. Pas du tout. Parce que c'est très difficile. Moi, mes parents sont profs tous les deux. Et je vois bien que dans leur classe, c'est très, très difficile. Les élèves vont pas bien. Et en fait, c'est juste pas tenable. Parce que c'est vraiment, comme j'ai dit, il s'agit de notre avenir, de leur avenir. Et pour nous, on doit leur donner une solution. C'est pour ça qu'on aimerait donner un meilleur accès aux soins de santé mentale à tout le monde, en fait. Mais c'est juste que là, il y a vraiment urgence pour les jeunes. Et c'est surtout que, voilà, c'est l'avenir, je l'ai dit, mais... Si je peux ajouter un mini élément là-dessus, au-delà de ce qui peut paraître être utopiste ou facile, la question des 12, ou trop peu, la question des 12 séances gratuites, on a développé tout un plan santé mentale, un pass santé mentale, parce qu'effectivement, aller voir un psy, c'est parfois une étape déjà difficile. assez avancée. Ce pass santé mentale, qu'est-ce qu'il Donc il contient plusieurs mesures, donc par exemple, le fait... En fait, ça paraît bête, mais j'y pensais quand Marie le disait, le fait de pouvoir se rendre compte en tant que jeune que c'est ok de pas être ok, de pas aller bien. Et donc typiquement, on veut faire en sorte que la santé mentale, que le bien-être, ça fasse partie du quotidien des jeunes. À l'école, pouvoir mettre en place des ateliers où on parle de ça, où on a des discussions, avoir des équipes qui peuvent se déplacer vers les écoles de manière mobile. Et en fait, on a communiqué sur cette mesure des 12 séances gratuites parce qu'elle est symbolique, mais c'est aussi parce qu'aujourd'hui, je veux dire, un peu l'accès à tous nos soins de santé est pratiquement gratuit normalement. Je veux dire, on va voir un cardiologue, en hôpital, c'est gratuit. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas assez de psychologues. Ça paraît bête parce qu'on se dit qu'il y en a trop qui entrent dans les études, mais on a trop peu de psychologues et c'est compliqué aussi d'avoir des rendez-vous chez les psychologues qui sont aujourd'hui pas très chers. Donc ce qu'on veut, c'est pouvoir garantir ça. Je sais pas si Marie a envie de développer plus le pass santé mentale, mais je voulais rappeler ça, quoi. Ouais, t'as déjà bien développé, mais une de nos grosses mesures, donc c'était les 12 séances par an gratuites chez le psy, c'est la téléconsultation. On sait que c'est un truc qui a bien marché. Ça a été beaucoup développé en France quand même pendant le Covid. Et nous, on sait que ici, maintenant, nous, les jeunes, clairement, on est tout le temps, que ce soit sur l'ordi ou sur notre smartphone. Et donc, c'est important pour nous d'avoir aussi cette facilité de pouvoir communiquer avec du personnel soignant, en fait, avec des médecins. Il y a la mobilité, comme Ismaël a dit. On aimerait, en fait, mettre des camionnettes ou des bus avec des experts de la santé mentale, des psychologues, des thérapeutes, des psychiatres. C'est encore plus lourd, mais il y en a qui en ont besoin aussi. Et pouvoir, en fait, parce qu'à Bruxelles, c'est déjà plus facile d'avoir accès à ces soins-là, mais vraiment en Wallonie, parfois dans certaines zones, dans des zones rurales, c'est très difficile d'avoir accès à ces professionnels de la santé mentale. Donc ça pourrait vraiment aider. Et puis, comme tu l'as dit aussi, à l'école, on voudrait mettre des ateliers en place. Ça peut être aussi de la sophrologie, mais aussi de la méthode de travail, parce qu'il y a énormément d'élèves qui sont stressés ou anxieux parce que ils savent pas gérer leur temps, par exemple. Et si on pouvait déjà les accompagner avec des ateliers comme ça au cours de leur scolarité, ça pourrait déjà réduire cette anxiété, en fait. Et aussi mettre ça en place via les cours de gym, où déjà les profs, en fait, peuvent donner des cours de respiration, etc. Donc ça c'est quelque chose qui peut aider. On y avait pensé aussi par le biais du forum, par exemple, quand on cherche un emploi aussi, on pourrait être aidé comme ça pour faire des petits ateliers. Et donc voilà, c'est toutes des petites solutions, mais concrètes en fait, et facilement applicables et qui traversent beaucoup de compétences différentes en fait. On a parlé de l'école, pas mal. Ouais. Ça va nous amener vers notre dernier thème. L'enseignement et la jeunesse. Donc il y a l'aspect de la santé mentale, mais il y a aussi une autre mesure forte, c'est une meilleure transition entre secondaire et supérieur, qui est prônée par les engagés, avec par exemple la création d'un groupe central au sein de l'administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus, enfin, surtout toi Marie, ce sera...
Ouais, en fait, donc on sait qu'il y a énormément d'élèves maintenant qui en première supérieure galèrent en fait parce que tout simplement sont mal orientés. Mais ici, l'idée c'est vraiment de pouvoir les préparer et faire en sorte que, parce qu'en fait on peut se tromper, c'est pas si grave, mais chez beaucoup c'est vécu comme un échec. Et c'est très difficile après de rebondir on sait qu'il y a le décret paysage en plus qui est passé maintenant, contre lequel on essaye de faire reculer, mais c'est pas possible. Enfin, en tout cas, c'est très difficile. Pour l'instant, je pense que la ministre ne bougera pas. Je sais Encore pas une si fois, t'as des d'autres partis qui ont voté pour le décret paysage. Mais on a un visuel de la FEF qu'on peut peut-être envoyer bientôt. Oh, la régie est prête pour ça. Oui, normalement Wow. ça a été vrai. On a un visuel de la FEF qui avait montré quelques revendications vis-à-vis du décret paysage. On peut peut-être le regarder et ensuite enchaîner sur ce sujet, si la régie est prête. Cultivation, c'est canon ces assets graphiques. C'est cool, hein? pouvoir payer vos études, vous n'avez qu'à jobber plus. Ce job étudiant a un impact sur la réussite des étudiants. Tout s'écroule sous la fatigue, il faut pouvoir agir. La ministre nous a dit de nous accrocher face à cette précarité étudiante. Et on lui dit de s'accrocher parce qu'il y aura des rassemblements sur tous les campus pour pouvoir alerter les politiques de la situation. C'était peut-être pas sûr. Mais donc, C'était la précarité. En tout cas, oui, c'est vrai que la FEF met beaucoup l'accent sur la précarité étudiante et son lien avec le décret paysage. Qu'est-ce que vous répondez à ces étudiants du coup qui hurlent dans les rues depuis quelques temps? Moi, je peux développer une première chose, c'est le fait de dire que quand on parle de transition, on parle beaucoup aujourd'hui dans cette réforme du décret paysage du fait de moins faire traîner les étudiants, ils doivent aller plus vite, ils doivent avancer, pas perdre 2 ans en bac 1. Le premier enjeu dont on parle jamais, outre, parce qu'aujourd'hui on parle de la réussite des examens et d'obtenir des crédits. Le problème, c'est que un des grands facteurs d'échec, c'est l'orientation. Il y a aussi l'aide à la réussite pour nous qui doit être bien améliorée, mais c'est l'orientation. Comment est-ce qu'on fait entre les secondaires et l'UNIF ou la haute école pour choisir où on va, choisir comment on va y aller et savoir si on est prêt à y aller. Et donc ça, c'est en 2 temps. Il y a d'abord le secondaire de transition, les 4, 5, 6. Parce qu'aujourd'hui, on a fait toute la réforme du pacte d'excellence jusqu'à la 3e secondaire, mais les secondaires de transition n'ont pas encore été réformés, et ça doit vraiment servir aujourd'hui. Les 4, 5, 6 secondaires doivent servir à permettre aux élèves de savoir où est-ce qu'on veut aller, comment on veut y aller. Et ensuite, il y a le fait d'orienter en transition entre la réto et la première, qui est de se dire, nous ce qu'on propose c'est de mettre en place un examen qui sera plutôt un test non contraignant, mais qui permette à chaque élève, quand il veut rentrer dans une filière, de savoir s'il a les compétences pour le faire. Et en fait, s'il rate, on lui proposera d'avoir des cours d'aide à la réussite. Et vous Et ne donc- fermez pas les portes pour autant. Non, c'est pour ça que Pas je du dis... Sur la médecine de remise à niveau en sciences ou sur Voilà, la c'est Exactement. ça. En fait, Exact. c'est de faire un peu... C'est pas faire comme le concours d'entrée, mais c'est de faire un Un test sur bilan de tes compétences. biochimie, physique, maths, et de dire, ok, fais gaffe, t'as une grosse faiblesse en maths. Pas se ramasser au Q1. C'est ça. en arrivant, Exactement, et dire mais du coup pendant le Q1 on te propose des cours de rattrapage. Et donc il y a la question de l'orientation, en fait il y a des gens qui vont juste se dire ok c'est pas fait pour moi. Et puis il y a l'aide à la réussite qui est le fait de se dire ok moi je veux toujours faire ça mais je sais que j'ai une faiblesse en maths et là on va m'aider. Et donc c'est vraiment, effectivement ces revendications de la FEF c'est vrai. Aujourd'hui le décret paysage il s'attaque à une problématique de manière complètement arbitraire. Et aujourd'hui moi j'ai envie de dire on veut une réforme de l'enseignement supérieur, mais elle peut pas du tout se concentrer seulement là-dessus, parce qu'en fait on dit aux élèves vous ratez donc vous dégagez, mais on n'adresse pas du tout les autres problèmes de l'échec qui sont les modes d'évaluation, l'orientation, l'aide à la réussite. Lisa dans le chat qui dit ça fait partie du plan, chaque école doit mettre en place une stratégie d'orientation des élèves. Ouais. Alors oui et non, c'est-à-dire que ça fait partie, je crois si je me souviens bien, des plans qui doivent être mis en place effectivement par les écoles, mais entre une stratégie d'orientation des élèves qui est le fait de faire 1 jour de stage ou 2 jours de stage, moi j'avais ça en réto, 2 jours de stage dans une entreprise, j'ai eu ça. et le fait de réviser complètement les 4, 5, 6 pour qu'elles soient des secondaires de transition et qu'on permette d'aller découvrir plus de choses, c'est quand même pas exactement la même chose quoi. Et si je peux rajouter un truc sur les études supérieures aussi, c'est qu'on aimerait aussi pouvoir mettre le principe de l'alternance en fait dans les études supérieures, parce que c'est déjà un truc qui est proposé en secondaire, mais en fait en enseignement supérieur, pas vraiment quand on est en haute école ou à l'UNIF. Et donc ça pour nous pourtant c'est important, parce qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir déjà un pied dans le monde du travail et en même temps pour connaître la réalité. Et quand des fois tu fais 5 ans d'UNIF, en fait, t'as pas mis un pied dans un bureau où tu vas aller peut-être postuler dans 2 semaines, en fait, après être diplômé. Donc, pour nous, ça, il y a vraiment quelque chose à
à corriger en fait là-dessus, parce que surtout dans le monde de l'entrepreneuriat en fait, parce que vraiment quand tu es aux études et tout, c'est difficile en fait de se dire après comment tu peux mettre tout ce que tu as appris en application. Et puis la précarité étudiante, c'est aussi un problème de précarisation en fait de toute la société, clairement. Et ça, c'est grâce à la réforme fiscale et à nos 450 € de bonus Il y avait quelque chose de réseaux. très intéressant dans la vidéo de base qu'on voulait passer de la FEF, qui s'est perdue dans la communication entre nous et la régie. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était aussi le fait que le budget alloué au supérieur reste le même, mais que le nombre d'étudiants augmente. Et au final, on se retrouve avec un financement qui est moindre. J'ai plus les chiffres en tête exacts, c'était dans la vidéo. En fait, on a de moins en moins d'argent par tête d'étudiants. Ça, on veut mettre fin aussi à l'enveloppe fermée en fait, de l'enseignement supérieur, parce que pour nous, ça n'a plus lieu d'être. Et comme tu l'as dit, en fait, le nombre de têtes augmente et avec toujours le même budget. Donc forcément, c'est moins d'argent alloué par étudiant et pour nous, c'est plus tenable. Par ailleurs, même pour ajouter, l'enveloppe fermée, donc c'est le fait de se dire qu'on a toujours le même budget, peu importe le nombre d'étudiants, qui est juste indexé. Et donc ça, c'est juste incohérent. C'est-à-dire qu'on a c'est comme si on avait un même nombre de clients dans une entreprise et qu'on n'agrandissait pas la salle dans laquelle ils rentrent ces clients. Ça n'a juste pas de sens. Et alors, il y a une deuxième chose, c'est le fait qu'un des effets pervers de cette enveloppe fermée, c'est que les universités se voient répartir le budget en fonction de leur nombre d'étudiants. Et donc, ça crée une concurrence entre les universités pour qu'elles attirent les étudiants. Et donc, vous voyez plein de pubs pour les unis, vous voyez en fait qu'ils ouvrent des cursus, peut-être de manière un peu redondante parfois, parce que on est dans une petite fédération à Bruxelles, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir le même cursus dans toutes les unifs. Ce serait plus fort d'avoir des cursus spécialisés dans certaines unifs et tout. Mais en fait, ils font ça pour avoir le plus d'étudiants possible et donc aller chercher de l'argent. Et en fait, c'est pas ça non plus pour la réussite des étudiants. Parce que parfois, on veut juste aller chercher un max d'étudiants qui voudraient pas forcément aller à l'unif et qui voudraient faire autre chose. On se retrouve avec des auditoires bondés où on est assis sur les marches. C'est l'image de la petite salle dans laquelle il y a trop de clients. Oui, C'est exactement ça. Et dans le chat, je ne sais pas si vous avez vu passer le décret que la FEF a rédigé et proposé aux 6 parties de Belgique francophone. Est-ce que vous avez eu connaissance de ce décret? Est-ce que vous avez pu le consulter et qu'est-ce que vous en pensez globalement? Alors, la FEF est venue me présenter, c'est moi qui les ai reçus, la FEF est venue me présenter l'avant-projet de décret, plusieurs éléments. On est d'accord sur les constats, comme je l'ai dit. On est d'accord sur le fait qu'il faille faire une vraie réforme de l'enseignement supérieur qui ne se limite pas à ça. L'enjeu, c'est qu'en fait, aujourd'hui, même si on rejoint les propositions, je suis super triste de le dire, mais nous, on ne sert pas à grand-chose. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est là que je disais, il y a certains partis qui l'ont voté, c'est que moi, ça m'énerve sincèrement de voir venir fanfaronner aux manifestations de la FEF, Écolo et le PS, en disant on est super avec vous, on est contre le décret paysage, alors que les mêmes parlementaires ont voté pour le décret paysage dans l'hémicycle. Donc, ça, c'est une vraie difficulté. Et donc aujourd'hui, moi, c'est ce que j'ai dit à la FEF. Je leur ai dit, vous savez, la pression, c'est pas sur nous qu'il faut la mettre. Parce que nous, on a beau voter pour, il se passera rien. Si la majorité continue de faire bloc, ce qu'ils vont faire, hein, spoiler alert, c'est ce qu'ils vont faire, eh ben en fait, le décret, il va pas passer. Il faut savoir d'ailleurs qu'en termes de calendrier législatif, ça devient de plus en plus compliqué de déposer un décret maintenant, vu que ça va bientôt être terminé. Et que donc, la seule manière de le faire, ce serait d'avoir une forme d'urgence dans le dépôt. Et ça, qui est-ce qui l'obtient? La majorité. Et donc, c'est ce que j'ai envoyé comme message à la FEF, et je le redis ici encore une fois. Nous, malheureusement, c'est super difficile en tant que politique de faire un aveu de faiblesse. Mais ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est que Écolo et le PS soient conséquents par rapport à ce qu'ils disent sur le décret paysage. C'est-à-dire que c'est bien d'être en manif, mais à un moment, il faut avoir des votes qui correspondent à ce qu'on dit dans la rue. On leur transmettra quand ils viendront. Ah ben, avec grand plaisir. Avec plaisir, ouais. Je l'aurais déjà dit. Ouais, c'est vrai. Est-ce que, Aline, tu avais une dernière question à poser ou bien on passe à la question finale qui conclut un peu sur ce débat. la jeunesse, je ne sais pas si vous aviez, vous, autre chose à ajouter sur ce thème-là. Quelque chose dont on n'aurait pas parlé qui vous intéresse? Bon, on n'a pas le temps de partir pendant une heure sur une discussion, mais un détail qui vous intéresse dans quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué. Moi j'ai plein de trucs, mais si on est short en termes de timing, comme vous voulez. J'y vais. Moi c'est un truc, je vais vous faire le pire des trucs, mais donc je vais vous parler de la jeunesse avec le harcèlement en ligne. Ouais. C'est un truc qui me tient beaucoup à cœur. Je vous disais que le numérique est un sujet qui est politiquement, je trouve qu'en fait les politiques se sont pas assez saisis de la question. Le numérique ça change nos vies en matière de gestion des données, d'accès aux réseaux sociaux, de fake news, tout ce que vous voulez.
et on l'a pas assez pris en main. Donc chez les engagés, on a fait un plan numérique Ouais. que j'ai pu présenter avec Olivier de Wassège, qui était de liste aux élections régionales à Liège, qui a une vraie expérience là-dedans, et donc on a pu faire un binôme un peu avec quelqu'un de très expérimenté et puis moi. Et là-dedans, on a comme proposition la fin de l'anonymat en ligne. Alors ça paraît un peu fort en termes de liberté, mais c'est la question de se dire qu'aujourd'hui, malheureusement, et moi je l'ai beaucoup subi sur Twitter, des gens qui créent un pseudo viennent, vous insultent de tous les noms, vous dites tout ce qu'ils veulent, et en fait c'est impossible de poursuivre. Pour deux raisons. D'abord parce que la police n'a pas les moyens, c'est-à-dire qu'on va aller les voir, ils vont dire ok, fine. Enfin, ils peuvent aller rechercher des adresses IP, mais ils peuvent pas le faire vu la masse. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, légalement, ces délits, en fait, ces insultes en ligne, sont souvent qualifiés de délits de presse. Oui. Et donc, en fait, ces délits de presse, ils doivent être jugés normalement en cour d'assises. Donc, autant vous dire qu'on va Il y a pas. pas Et donc, ce qu'on propose, c'est de correctionnaliser. Ça venait. C'est surtout que les internautes donc, qui insultent, par exemple, sur Twitter, sont protégés comme des journalistes. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est d'où le nom du délit de presse, c'est Oui. le fait de dire qu'en fait, ils sont protégés un peu sous le couvert de la liberté d'expression, de pouvoir. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est de correctionnaliser les insultes en ligne. Et donc, de correctionnaliser, ça veut dire comme ça, on ne doit plus réunir une cour d'assises avec des citoyens qui doivent venir juger, mais que ça puisse être jugé de manière spécifique. Et on propose d'ouvrir une chambre spéciale au tribunal qui serait en charge des questions de cyberharcèlement. Et pourquoi est-ce que j'en parle sur la jeunesse ? Parce qu'on sait à quel point aujourd'hui le cyberharcèlement, donc les réseaux sociaux ont plein de points positifs, mais le cyberharcèlement aujourd'hui, ça mène malheureusement beaucoup trop de jeunes à poser des actes qui sont irréversibles. Enfin, voilà, qui les mènent à suicider. Oui, et donc c'est vraiment, clair. on doit agir contre ça absolument. On a Ouais. remis dans le chat le lien d'une émission qu'on Ah. avait faite ici. Ah, trop bien. Donc, Avec Florence Hénaud. Ouais, Florence Hénaud. Hénaud, donc c'était Tatiana qui n'est pas là aujourd'hui et moi qui l'avions interviewée en novembre. Ouais, dernier, quelques mois, ouais. sur son livre donc, qui s'appelle Cyberharcelé, comprendre et lutter en 10 étapes. Et aussi, je voulais revenir simplement sur le sujet de l'anonymat. Oui. Parce que c'était mon sujet de mémoire. J'ai travaillé sur la Ah, violence verbale sur Twitter. Je Ah, bah, connais tiens. un petit peu le sujet. Ouais, ok. On doit Voilà. faire gaffe L'expert. quand on parle ici. Simplement, donc, l'anonymat en tant que tel, c'est très compliqué de parler d'anonymat sur Internet. On parle plutôt de pseudonymat Ouais. parce qu'on arrive toujours à retrouver la personne. On laisse des traces quand on agit sur Internet. Et donc, est-ce que ça changerait réellement quelque chose de mettre fin à l'anonymat et d'avoir, parce qu'il y a des personnes qui insultent, qui harcèlent en leur nom sur Internet. Est-ce Ouais. que ça changerait quelque chose ? Ouais, donc la grande différence, merci pour la précision sur le pseudonymat, c'est que d'ailleurs en général ça fait peur aux gens de dire fin de l'anonymat, mais on maintient un pseudonymat. La seule chose qu'on fait concrètement, parce que c'est une proposition vraiment concrète, c'est que vous voulez vous connecter sur un réseau social. Ce qu'on propose, c'est que vous deviez vous connecter avec un tiers vérificateur, genre It's Me. Vous donnez pas vos informations à Facebook ou à Twitter, vous donnez Non. pas votre nom, prénom. C'est un tiers vérificateur qui va dire ok, c'est une vraie personne, et j'ai ces données qui sont liées à son compte sur Facebook. Le jour où je dépose plainte parce que XXX tueur du 52 m'a insulté sur Twitter et qu'un magistrat est saisi de l'affaire, il peut demander directement à It's Me d'avoir accès aux coordonnées de la personne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette proposition va de pair avec la création d'une chambre spécifique auprès du tribunal de première instance qui jugerait ça et qui bénéficierait des moyens informatiques et aussi de l'intelligence artificielle pour traiter ces demandes. Et la dernière chose, c'est qu'il faut absolument appliquer le DSA, Digital Services Act, qui fait en sorte que les réseaux sont responsables du contenu qui est publié et que donc il faut qu'ils puissent les supprimer beaucoup plus vite quand il s'agit de harcèlement. J'ai récemment porté plainte contre Twitter, contre X, parce que en fait ils ne respectent pas ça et qu'ils laissent publier du contenu ultra violent, pédophile, pornographique. Ouais. Et donc là vraiment, c'est des choses sur lesquelles on doit agir, qui sont des sujets super politiques, qui ne doivent pas rester que européens, même si c'est là qu'on doit agir. Et donc c'est un sujet qui me tient à cœur et je pense que pour la jeunesse, c'est un vrai sujet de société. D'accord. Et Jacques dans le chat qui demandait si la vérification était possible avec les comptes existants. Oui, bah, si ça doit être mis en place, évidemment, il y aura une mise à jour et vous recevrez une notification en mode voilà, veuillez vérifier votre compte et vous cliquerez sur It's Me, vous mettrez votre Face ID et ce sera fait. C'est pas compliqué. J'ai une dernière précision. Donc, si j'ai bien C'était compris, par rapport donc, à la fin de l'anonymat, donc ce serait donc les autorités compétentes qui pourraient avoir accès Ouais. à ces données, donc pas tout le monde, parce que par Non. exemple, ce qui est intéressant, l'anonymat en soi n'est pas mauvais parce qu'il y a certaines personnes qui militent en ligne et qui se protègent. Oui. Il y a certains comptes, surtout des comptes féministes, c'est vraiment d'accord. le premier exemple, qui peuvent faire leur travail grâce au pseudonymat.
Donc ce serait uniquement les autorités. Sur demande C'est d'un ça, juge. oui, voilà. Pardon. C'est s'il y a un souci qu'on Ok. pourrait vérifier. Mais juste si je peux rebondir pour la dernière chose qu'on voulait dire à propos de la jeunesse et de l'enseignement, ben, ce qu'a dit Isma, c'était directement lié en fait aussi à la santé mentale des jeunes, donc c'est aussi pour les protéger, donc c'est ultra important pour nous. Et j'ai pas pu parler de l'enseignement qualifiant, mais c'est un vrai sujet pour nous et une vraie priorité, parce que maintenant c'est une filière en fait de relégation. Quand tu vas en qualif, c'est que t'es limite bon à rien, et en fait t'es pas bon en général, donc tu vas en qualif. Et pour nous, c'est juste pas possible d'entendre ça. C'est en fait, ça doit être une filière de choix, pas de relégation. Donc nous, on veut vraiment pousser à revaloriser en fait tout cet enseignement qualifiant. Comme l'alternance, j'en ai parlé, mais actuellement, c'est encore pas toujours très bien vu en fait de faire l'alternance. Tu fais ça parce que t'as pas réussi en haute école ou à l'UNIF. Et en fait, c'est faux. Moi, j'ai un frère qui a fait l'alternance et je suis très très fière de lui. Je sais qu'il nous regarde en plus. Et du coup, en fait, parce que je crois que c'est le meilleur choix qu'il a fait, parce que lui, il avait tout de suite envie d'entrer dans le monde du travail et de mettre directement ses compétences à profit. Et en fait, il a amené énormément à sa boîte et c'est vraiment un système qui a le mérite d'être valorisé et d'être soutenu, d'être financé vraiment à hauteur, parce que ce soit en Wallonie ou à Bruxelles, c'est encore trop peu développé, quoi, vraiment. Il y a énormément de métiers ou de filières ouvertes, mais c'est pas toujours très bien soutenu et très bien valorisé dans notre société actuellement, alors qu'en fait, on a une chance énorme d'avoir ces filières-là chez nous, quoi. C'est super de terminer sur un sujet jeunesse parce que l'approche des élections ici en juin 24, on va poser le même genre de questions à tous les partis, tous les représentants de partis qui vont venir dans cette émission. En juin, donc, il y a des gens qui ont voté pour la première fois. Maintenant, à partir de 16 ans, on pourra voter aux européennes. Comment est-ce qu'on va mobiliser les jeunes, on va les intéresser à la politique? Comment est-ce qu'on va faire que les jeunes se sentent concernés par les élections qui arrivent ici en juin? Vous, en tant que parti, comment vous allez faire? Ouais. En fait, nous, en plus, comme en tant que présidente Génération Engagée et coordinatrice de Génération Engagée, c'est un peu, moi surtout, mon job vraiment de tous les jours. Parce que président, c'est bénévole, j'ai bien le souligner. Donc vraiment, c'est un enjeu primordial où on ne se réveille pas en fait la veille des élections en se demandant comment on les intéresse. Ça fait des années qu'on travaille d'arrache-pied en essayant de les informer, de créer du contenu d'abord un peu sympa pour montrer qu'en fait la politique c'est pas toujours que très sérieux et que des textes législatifs très très compliqués, mais en fait on essaye surtout de les informer. On fait plein, par exemple, nous, de vidéos pédagogiques sur des sujets quelconques. Ça peut être comment bien voter, à la réforme globale fiscale désengagée. En fait, c'est quoi? Et on essaie vraiment, en fait, d'un peu vulgariser et de rendre accessible. Parfois, on peut se rendre compte que c'est très long, en fait, le vocabulaire qui est utilisé ou même les textes qui sont proposés en politique, c'est difficile, quoi, à comprendre. Donc, en fait, on fait ce premier job-là. Et puis vraiment d'aller vers eux, en fait, là où ils se trouvent. Donc à l'UNIF, dans les écoles, c'est difficile de rentrer parce que voilà, on n'a pas toujours la possibilité de le faire. Mais on a une très belle structure qui est Apprentis Citoyens, où en fait, toutes les jeunesses politiques, ensemble, vont faire un débat dans les écoles. C'est surtout pour des élèves de 5e ou de réto secondaire. Et donc ça, c'est vraiment sympa parce que c'est un premier pas et on se rend compte qu'en fait, ils sont super intéressés. Mais vraiment hyper fort. On pourrait croire que les jeunes s'en foutent, mais pas du tout. Dès qu'on fait un débat, après, il y en a toujours pour rebondir sur la question, pour poser d'autres questions, même des trucs qui n'ont rien à voir, et ils disent « Ah, ça, qui viennent nous trouver après, qui prennent nos coordonnées. Et donc, vraiment, c'est vraiment cool s'ils sont vraiment intéressés d'approcher les jeunesses politiques, en fait, parce que c'est là que c'est vraiment le plus facile, et on est présent sur tous les réseaux sociaux, donc c'est super facile actuellement. Et puis, c'est surtout leur dire, en fait, c'est leur avenir, quoi. Ils choisissent en mettant un bulletin de vote, ça a des conséquences, il faut bien s'en rendre compte. Et donc, tu vas pouvoir compléter, mais je pense vraiment que quand on va voter, ça a des incidences. On ne peut pas faire comme si c'était ouais, je vote ça, de toute façon, je m'en fous. Non, en fait, les gars, c'est vraiment, vous avez un rôle à jouer. C'est votre voix que vous faites entendre. Et donc, en fait, faites-le bien, parce que vraiment, c'est pour vous, pour votre avenir. Et au niveau européen, là, à 16 ans, c'est ce qu'il faut faire, bien les informer, pas justement les utiliser en fait comme un peu les manipuler comme on veut, pas du tout.
il faut qu'on puisse les informer, leur fournir le contenu, et que eux, avec leur esprit critique, se disent en fait, voilà, c'est ça qui me correspond mieux, et à voter vraiment en âme et conscience, quoi. Je peux ajouter un petit truc rapidement. Vas-y. Je pense que, comme l'a dit, alors je rejoins à 100% Marie sur le fait de leur expliquer à quel point c'est important et tout ça. Je pense que, comme elle l'a dit, un truc qui est super important pour nous, pour les intéresser, c'est d'utiliser leur code. Je dis leur code, on en fait partie. Hein, donc, mais genre, c'est effectivement de faire des vidéos courtes. Moi, sur mon Insta, j'essaie de faire une vidéo par jour qui explique un concept politique en moins d'1 minute. Voilà, alors je vais pas leur dire venez suivre un cours de droit constitutionnel avec moi et ça va être sympa. Non, c'est essayer de... Parce que c'est rarement sympa le droit constitutionnel. Moi j'aime bien, mais... Tu l'as passé combien de fois ce cours déjà ? Alors moi j'ai passé droit public 5 fois. 5 ? 5 fois. Ouais, ça va. Ok, moi j'aime vraiment bien, donc je vais pas commenter. Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, typiquement, il faut pouvoir créer des codes. il faut pouvoir leur parler avec leur code. La deuxième chose, je pense, et là c'est... Parce qu'il faut pas juste les prendre pour des débiles et leur vendre n'importe quoi avec des jolis TikTok. Ça c'est un point important. Ce dont je suis assez fier chez Génération Engagée, c'est qu'on a réussi à faire intégrer nos propositions dans le programme des engagés. Et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il y a 2 semaines, le Forum des jeunes, donc qui est l'organe représentatif des jeunes, est venu à notre bureau politique et a dit on est super content parce qu'en fait il y a plein de mesures qui nous parlent. Et en fait ils nous les ont citées. Et c'était des mesures qu'on a fait ajouter dans le programme. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment c'est aussi parler des problématiques des jeunes, leur proposer des solutions sur le logement, sur le travail, sur l'environnement. Et donc je veux dire c'est aussi juste avoir un parti qui s'intéresse à eux et qui décide de se dire nous vos priorités on les fait nôtres. Donc ça c'est un vrai enjeu parce qu'il ne faut pas juste prendre les jeunes pour des gens qui vont voter parce qu'ils ont vu un TikTok. Je veux dire il faut vraiment leur parler de ça. Et la dernière chose qui me tient super à cœur, c'est l'identification. Je m'explique, en gros, je pense que quand on fait de la politique assez jeune, moi ça m'arrive très souvent de me retrouver à des débats face à des ministres, à des députés qui ont 50 ans et parfois c'est devant des jeunes. Et en fait à chaque fois il m'arrive que les jeunes ils viennent et me disent oh, c'est super sympa, en fait t'es comme nous, c'est possible de faire ça. Et c'est vrai parfois de se retrouver à un débat avec un ministre ou quoi, ça paraît pas commun. Et j'ai la chance que mon mouvement me fasse confiance pour y aller et tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on doit pouvoir, en tant que parti politique, en tant que mouvement politique, mettre en place éligible, et donc on a une tête de liste qui a 28 ans, enfin tête de liste dans le système particratique, c'est quand même la meilleure place, qui a 28 ans, c'est pouvoir dire à ces jeunes, regardez, ces gens sont comme vous, ils peuvent vous représenter parce qu'il y a le fait de dire, regardez, ils sont comme vous pouvez parler avec de manière sympa, mais aussi de dire, quand ils seront au Parlement, ils représenteront vos intérêts, ils vont représenter, parce que quelqu'un qui a 40 ans voudra peut-être représenter des jeunes, mais il connaît pas les mêmes réalités, et donc c'est un vrai enjeu aujourd'hui. Et alors, c'est une anecdote que j'utilise beaucoup maintenant, et ça peut... C'est que la semaine passée, je me suis retrouvé un peu par hasard à la même table que Ursula von der Leyen, la présidente de la commission. Je flex un peu, on s'entend. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand j'ai voulu publier sur Insta, je me suis dit merde, est-ce que ça va faire ? Je me la pète. Et en fait, j'ai essayé de tourner le texte en expliquant, en fait, j'ai 23 ans et c'est possible. Genre, je me suis engagé en politique il y a un certain temps. Il y avait le ministre des Finances, le vice-premier ministre, la ministre de l'Intérieur, 2 députés européens, Ursula von der Leyen, moi. Et genre, on se dit ok, c'est possible. Et ce que je veux envoyer comme message, c'est le fait de se dire, on doit mettre des jeunes en très bonne place. On doit avoir des jeunes qui sont aux manettes, pas qui font que des débats entre les jeunes. Parce que pour moi, ça fait table des enfants. Genre, regardez, il y a les adultes qui sont à la télé, et puis regardez, il y a un débat avec les jeunes. Parce que là c'est les jeunes, regardez-les. Non, on doit avoir des jeunes qui débattent avec des ministres, qui débattent avec des députés et qui sont dans l'hémicycle pour représenter la jeunesse. Tu avais déjà ce sentiment quand tu étais à Parlement Jeunesse ? C'est pas du tout la même chose. En tout cas au Parlement Jeunesse, c'est juste on peut s'entraîner à faire ça. Mais là, ce sentiment, je l'ai seulement ici au sein de mon mouvement dont j'ai la chance qu'il me fasse confiance et qu'il m'envoie face à des ministres et tout ça. Et du coup, ça fait on doit travailler 5 fois plus. Mais ça fait qu'à chaque fois quand on sort de là, les jeunes ils disent en fait c'est possible. Et ça, je crois que c'est super important et c'est de la responsabilité des partis de le faire. Et je crois que les engagés ont été au rendez-vous parce qu'il y a nous deux qui sommes en bonne place, mais il y en a plein d'autres sur les listes électorales. Et si on ne fait pas ça, on ne pourra pas parler des sujets jeunes et on ne les imposera pas au sein des hémicycles parlementaires. Donc c'est super important. Voilà, moi il y a une dernière question dans le chat. C'est une belle question. En tant que jeune, est-ce que vous avez déjà rencontré des difficultés et ou le syndrome de l'imposteur ? Je sais pas. En fait, on a quand même la grande chance d'être dans un mouvement où vraiment on nous écoute et où, comme Ismaël a dit, on a pu intégrer nos propositions et on nous fait confiance. Mais parfois,
c'est sûr que c'est très dur. Il a dit, on doit bosser 5 fois plus en fait que les autres. Parce que, et ça, je crois que le syndrome de l'imposteur, ça nous suit, à mon avis, longtemps. En tant que jeune, en tant que femme aussi, souvent. Et donc, j'ai les 2 caractéristiques. Et du coup, parfois, c'est vrai que je me dis, mince, mais qu'est-ce que je fais là? Et puis, en fait, je me rappelle que j'ai le droit d'y être, quoi. Moi, si je me suis aussi lancée en politique, c'est parce que, je l'ai dit, j'avais envie d'avoir des figures représentatives, mais aussi pour montrer que tout le monde peut le faire, quoi. Comme tu viens de le dire, et j'avais envie de dire, ouais, en fait, si on a des idées, si on a envie de les défendre, on peut le faire. On ne doit pas être fils de ministre pour pouvoir y arriver, quoi. C'est ça qui est important. Parce qu'on a quelques exemples, donc parfois on peut se dire mince, mais en fait, non, on peut aussi y arriver en étant monsieur et madame tout le monde, on va dire, et voilà, j'étais pas prédestinée à ça, et en fait c'est juste que j'ai envie de m'investir, de pouvoir revendiquer les problèmes et être à l'écoute des citoyens. Moi, je vois qu'il y a des choses qui me plaisent pas, j'essaye de m'engager pour changer les choses. Et ça, c'est important pour nous, quoi. Et vraiment, tu l'as dit, on a une chance extraordinaire d'avoir la confiance en fait de notre mouvement. Et il y a beaucoup d'autres jeunes qui sont qui ont des très belles places et qui sont candidats et qui c'est vraiment canon, quoi. Nous, quand on fait le bilan de tous les jeunes candidats et tout, on n'est pas juste là pour dire c'est le quota jeune, en fait. Et c'est ça qui est important. Et on a besoin, tu l'as dit, au Parlement aussi, d'avoir une mixité, quoi. Parce que, évidemment, tout le monde peut représenter les problématiques des jeunes, mais personne ne peut mieux le faire qu'un jeune, parce qu'il y est confronté, tout simplement. Et donc ça, c'est important. Évidemment, et syndrome de l'imposteur, parfois, c'est vrai, ou en tout cas des difficultés, on en rencontre, et des fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Et je suis sûre que quand tu t'es retrouvée face à Ursula von der Leyen, tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fous là? J'ai pas très bien compris. Mais en fait, après, c'est trop cool, et on se donne la peine et les moyens d'y arriver aussi, mais on a de la chance d'être bien entouré. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Ouais, je rejoins parfaitement Marie sur le fait qu'au sein du mouvement, c'est très bienveillant, et qu'on a... Alors, je dis pas... Et des fois, on n'est juste pas d'accord parce que c'est aussi parfois des différences de vision générationnelle. Et alors, on les défend et c'est le débat. Maintenant, moi, donc sur le syndrome de l'imposteur, ça m'arrive très très souvent. Je le verbalise pas comme ça en général, mais parce que comme je le disais, ça m'arrive beaucoup de faire des débats avec des gens très compétents qui sont beaucoup plus âgés que moi. Et je me vois me dire, bordel, qu'est-ce que je fous là? Vraiment, vraiment. Genre, j'ai eu un débat une fois avec les 2 vice-premiers. Il y avait que nous 3. Et je sais vraiment, mais qu'est-ce que je vais faire là, genre, et alors c'est régulier, et en même temps, on m'envoie là, je représente le mouvement, je vais le faire le mieux possible. Et en général, il y a une forme de bienveillance. En fait, les gens se disent, oui, les jeunes, et en fait, si on a bossé, les gens sont agréablement surpris, et donc ça marche bien. Par contre, des difficultés, ça oui, aussi, et ça m'arrive de plus en plus, je le sens, c'est la campagne, hein, les gens sont un peu plus à cran. Ça m'est arrivé tout à l'heure, j'étais à un débat, et ça m'était déjà arrivé avant. Et en fait, on est sur un débat sécurité-justice. Moi, je donne les arguments du mouvement. C'était un représentant MR, donc un député fédéral du mouvement réformateur. Et je dis, voilà, par contre, le gouvernement n'a pas fait ça, ça, ça. Je liste vraiment ce qu'aurait dit Maxime Prévost s'il était face à lui. Il l'aurait certainement mieux dit, mais il aurait dit la même chose. Et en fait, le député MR, il a dit, écoutez, j'aime beaucoup la discussion que j'ai avec mon interlocuteur, mais écoutez, moi, ça fait 24 ans que je suis bourgmestre. Et malheureusement, il est vachement jeune et donc je crois qu'il est très naïf dans ses propos. C'est l'argument d'autorité. Et donc là, les difficultés, et ça m'est arrivé 2 fois, et à chaque fois c'était des représentants MR, je ne citerai pas de nom, mais donc 2 fois où en fait on ne me répondait pas sur le fond, mais ils me disaient il est jeune, il est naïf, paf. Et ça, j'avoue que j'avais envie de lui. Il est diffusé quelque part. Il est diffusé sur RCF, c'est une radio, mais voilà. Et donc c'est ce genre de truc où effectivement ça arrive. Alors là, c'est très frontal et c'est dit. Mais ça arrive aussi parfois dans la posture des gens où en fait on sent qu'ils sont en mode tais-toi, tu verras. Bon là je suis content du coup que le mouvement nous ait fait confiance, nous ait donné de belles places, ça veut dire qu'il y a peut-être une chance qu'on leur dise toi aussi calme-toi. Mais je sais que ça nous arrivera encore toutes et tous si on continue. Ouais, c'est clair. Mais il faut faire avec et c'est le coup de l'engagement.
Ben, merci beaucoup. Moi, je pense que ça conclut Ouais, très merci bien à cette vous. émission. C'était super cool de vous avoir. Merci Ismaël, merci Marie. Merci. C'était Avec merci plaisir, Aline merci aussi, à évidemment. vous. Et ben nous, on va se revoir dans 2 semaines avec de nouveaux invités. Ça va être trop bien. On vous spoil pas pour l'instant, mais suivez-nous sur les réseaux. Et Exactement. aussi, autre petite annonce, on n'en a pas parlé au début de l'émission, mais normalement, on devrait avoir du contenu sur nos réseaux sociaux, en particulier sur Instagram, spécial élection, de vulgarisation, comment fonctionne le Parlement. On va faire sur les 3 niveaux de pouvoir différentes vidéos sur les prochaines semaines. Donc voilà, si vous voulez suivre ça, n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux. Exactement. Niveau réseaux sociaux, est-ce que vous voulez partager vos réseaux sociaux, les C'est endroits le où on moment vous trop suit? beau. Ouais, c'est Tant le qu'à moment faire, promo. Mais moi, c'est très simple, c'est Marie Jacquemin, tout attaché sur Instagram. C'est là où je partage le plus. Toutes les semaines, je sors un vlog de ma semaine pour un peu expliquer en fait c'est quoi la semaine, ça ressemble à quoi la semaine d'un candidat aux élections. Et donc voilà. Et sur Facebook, c'est pareil, mais principalement Instagram que j'utilise. Donc, Pareil, c'est principalement Insta. J'essaye un peu TikTok, mais ça décolle pas. Compliqué, Mais TikTok. ouais, c'est ça. Mais donc sinon, c'est Ismaël Mino sur Insta. Et n'hésitez pas si c'est le meilleur endroit pour discuter si vous en avez envie. Super, merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde, bonne soirée le chat. soirée. On se retrouve dans 2 semaines et bah là, à la prochaine.